Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Clécius, Salut Virgile. ça va bien? Bon, ouais, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Ça va Bon, très très bien. Même s'il fait pas très beau en ce moment. ouais. Alors, dis-moi Clécius, Bah, je vais te laisser te d'abord, ce que présenter. je veux te dire, c'est que ton travail est exceptionnel. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais et le fait de fixer comme ça la parole des gens dans le temps, je trouve ça nécessaire. Et voilà, je vais en venir à mon témoignage, je vais me présenter. D'accord. Ben, Donc, merci en tout cas pour ces gentils mots. Donc je m'appelle pas Clésius, hein, ça c'est mon pseudo. Voilà, j'ai une petite activité sur Internet, vite fait, je fais des vidéos sur le patrimoine local de Normandie, parce que j'habite en Normandie et plus particulièrement le pays de Caux. D'ailleurs, tu fais un joli travail là-dessus. Je mettrai le lien dans la description. C'est voilà, tu parles du terroir, il y a de la culture, il y a de la matière derrière ce que tu fais. Donc voilà, si ça intéresse, on ne sait jamais. Je mettrai quand même ce lien, le lien de ta chaîne dans la description. Merci. Je voulais témoigner un peu plus tôt, mais je ne pouvais pas parce que je travaillais j'étais adjoint administratif CNRS, donc je travaillais pour des universités, si tu veux. Hmm. Voilà. Que gestion d'argent public, tout ça. J'avais pas trop envie de m'afficher, même si là je m'affiche pas complètement, mais disons que c'est assez facile de relier mon pseudo euh, à qui je suis. Je m'en cache pas Hmm. vraiment sur Internet. Voilà. D'accord. Donc là, mon contrat arrive à sa fin et je me sens beaucoup plus libre de parler sans passer pour un zigoto, si tu veux, auprès de des gens avec qui je travaille, Oui, oui. notamment les chercheurs. Et c'est ça, vu le statut que tu as, ça aurait pu peut-être lancer un froid dans le contexte de ton travail, quoi. Peut-être que ça aurait pas été évident de gérer ça. Hmm. Ouais. Je te disais un peu plus tôt que je pense qu'il est important de contextualiser euh, euh, mon observation euh, par rapport à un ensemble sur cette période de vie, parce que c'est une observation qui s'est déroulée en 2012, donc tu vois, c'est pas tout neuf. Ouais. Et donc j'ai le recul dessus. Et je pense que de la contextualiser, si tu veux, dans mon chemin de vie, ça me semble important parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de trame. Il y a un avant, il y a un après, et tout ça, c'est lié par ce trait d'union qui est cette fichue observation, quoi, cette rencontre incroyable. Voilà. Ben écoute, je te Donc, laisse, je te laisse faire, je te laisse commencer à nous raconter tout ça, et puis voilà, tu fais comme tu le sens. donc aujourd'hui, j'ai 35 ans. Bon, à l'époque, je devais avoir la vingtaine, je ne sais plus exactement, faites le calcul. Et en 2012, on nous a annoncé la fin du monde, je ne sais pas si tu te rappelles. Oh oui, ben oui, La exactement. fin Ouais, je du suis pas très loin de Bugarage, donc. monde. Donc, Hmm, bah, pour moi, ça a été la fin d'un monde, hmm. clairement. C'est-à-dire que depuis que je suis ado, j'avais un ami très proche. C'était un peu le frère que j'avais choisi. Et il est décédé au mois de février 2012. On était
vraiment des aventuriers dans l'âme. On pratiquait beaucoup l'exploration urbaine, ce qui n'était pas encore commun à l'époque. On a fait C'est partie vrai, des, c'est des vrai. premiers à faire de l'urbex dans le pays de Caux à l'époque. Et on a fait des trucs complètement dingues, si tu veux. Tellement dingues que on en est venu à penser qu'on était invincible. Et littéralement, quoi. On avait la jeunesse, on avait, tu vois. Enfin, je dis. Ouais, Aujourd'hui, on la dirait que je parle fougue. comme un vieux à 35 Hmm, ans, mais voilà. Je veux dire, quand tu as 35 ans, tu sens que tu plus 20 ans quand même. hmm. Euh, on était membre très actif de la communauté. On peut même pas appeler ça une communauté aujourd'hui, mais enfin, à l'époque, il y avait quand même une communauté. La Hmm. communauté cataphile. Je fréquente Ah, d'accord. assidûment aujourd'hui encore les catacombes de Paris. Donc D'accord. les carrières souterraines, voilà. Ça veut Où dire je que suis. tu connais bien les lieux alors? Ah oui, 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 je me balade sans plan. Ça fait. Ma première descente, c'était en 2009, avec Ouais, ça remonte. 7 amis en question. Ouais. Donc oui, oui, j'ai vu les catacombes changer, j'ai vu les gens en bas. Enfin, Ouais. il y avait ceux Oui, d'avant et il y a ceux d'aujourd'hui. avec Mm. l'évolution de la plateforme YouTube, tu as dû voir pas mal de monde débarquer. Hmm. Ouais, ouais. Et on a visité. Mon pote, son pseudo, c'était Dargor. Hmm. Et avec donc Dargor, on a visité des trucs incroyables. Je veux dire, base de l'OTAN abandonnée, donc les catacombes de Paris, hôpital militaire abandonné, enfin vraiment des trucs incroyables. Ça donne Et envie en tout toujours. cas. Ça donne envie Ah bah, Ouais, ça donne envie. La façon dont tu le racontes là déjà, ouais, ouais. j'imagine tes aventures, quoi. Ah bah, un paquet d'aventures, ouais. Et on a visité vraiment tous ces lieux-là dans des conditions genre de nuit, tu vois, avec la tempête, la pluie. Enfin, ça nous est arrivé même une fois de faire une rando et de devoir faire demi-tour parce que l'eau dans nos bouteilles avait gelé. Ah ouais, Tu vois. ah ouais. Ouais, ouais, non, on était givrés vraiment. Et on n'a jamais rien vu d'extraordinaire. Jamais, non. Donc, si tu veux, ramper dans des boyaux de 30 mètres de long avec des ossements en dessous, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour cette vaste sépulture que sont les ossuaires abandonnés de Paris, c'est pas quelque chose qui, moi, m'a amené à voir des observations, des trucs ou quoi. Ouais, Donc, t'as pas entendu des voix de spectres, des trucs comme ça, quoi. non, jamais, rien de tout ça. Hmm. Donc, j'en étais arrivé à la conclusion empirique que le paranormal n'existe pas. Hmm. Puisque j'ai tout fait pour aller à la rencontre du paranormal C'est pas faux. indirectement. Hmm. Et jamais je l'ai rencontré. Donc il n'y en a pas. Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Paranormal, voilà. L'extraordinaire. Oui, disons que ça t'aurait Et pas dérangé si tu serais, comment dire, si tu serais tombé sur quelque chose que tu n'expliques pas, parce que finalement, dans le contexte où tu te trouvais à certains moments, ça s'y prêtait, quoi. ouais. Hmm. Voilà, on descendait des fois dans des blocos où il y avait une vache qui avait glissé puis qui était morte et puis tu tombes nez à nez à ça, tu vois. Ah ouais. Ça pose l'ambiance tout de suite, tu vois. Mais non, franchement, rien de paranormal. Ça devait être quelque chose, Euh, en tout cas. ouais. Et si, il y a quand même une fois un truc qui nous a mis profondément mal à l'aise. Euh, non, je ne vais pas donner le nom du lieu parce que je pense qu'il faut le préserver un peu. Je Ok. pourrais t'en parler en off, mais Mhm. voilà, c'est un endroit où il y a eu une opération militaire en 42 et on était posé en haut d'une falaise et on visitait des blocos. Voilà. Donc on était en pleine nuit euh, et on voulait fouiller dans un blocos pour essayer de récupérer toutes les conneries que les Allemands ont pu laisser derrière eux, si tu veux. Voilà, c'était un peu nos trophées de chasse. Donc euh, on fouille dans un blocos et puis on l'avait repéré. C'était un blocos vraiment inaccessible. Hein. Et
on arrive à se glisser dedans et on commence à chercher, mais il nous manque, si tu veux, des outils. Alors mon pote d'Argor, il dit, je vais aller chercher une pelle dans la ferme d'à côté. Donc je lui dis, ouais, ok, vas-y, ça marche. Et on est des fumeurs de pipe, lui et moi, des pipes à tabac, ok. j'entends bien, voilà. Et donc, bon, il était avec sa copine de l'époque, qui était avec moi dans le bunker, et qui fumait la pipe elle aussi, comme quoi c'est pas réservé qu'aux hommes. Et je lui dis, je fais, bah écoute, je vais aller me fumer une pipe dehors, en profitant de la vue sur la mer en pleine nuit, ça va être joli, quoi. Elle me fait, oh bah je t'accompagne. Bon, elle fait son tour dans son coin, et puis moi je fais mon tour dans mon coin. Et je sais vers quelle ferme il est allé, parce qu'il n'y en a pas 36. Donc normalement il est allé au nord. Et moi je regarde au sud. Et je regarde dans la vallée on appelle ça chez nous une valleuse. C'est une vallée qui donne sur la mer. Et puis je vois dans les broussailles, avec le vent, c'était en juillet-août, tu vois, donc des broussailles très hautes, mais toutes sèches, mais qui bougent beaucoup avec le vent. Et il y avait beaucoup de vent ce soir-là. Et puis je vois comme une silhouette humaine qui va d'un buisson à un autre. Je me dis, ah bah tiens, c'est Dargor, il est en train de chercher une pelle ou un outil dans ce coin-là, mais il m'a dit qu'il allait à la ferme. Je comprends pas, c'est pas du tout le chemin. Bon. Et puis je me dis, il est un peu con, il a pas mis sa lampe frontale, c'est risqué, quoi. Bah, la falaise, elle fait quand même 50 mètres de haut par là, donc ouais, on peut se rapprocher du bord sans s'en rendre compte, si tu veux. Et puis effectivement, je le vois se rapprocher de plus en plus vers le bord. Je me dis, mais merde, il est con, il va tomber ce... Et je reste, si tu veux, je suis sur le toit d'un blocos à ce moment-là, je regarde complètement halluciné, en me disant, mais il fait quoi? Et je vois cette silhouette tomber dans le vide. Alors t'imagines l'effroi qui me saisit, quoi, à ce moment-là. Et je reste là comme ça, pétrifié, tétanisé. Et là, il arrive derrière moi, en me tapant sur l'épaule. Il avait récupéré un panneau dans la ferme qui était au nord. Il me dit, tiens, regarde, j'ai trouvé ça. Je fais, putain, mec, j'ai cru que t'étais en bas et que t'étais tombé du haut de la falaise. J'ai complètement halluciné, quoi. Et il me dit, non, je suis pas allé par là. T'as dû halluciner. Je me dis, ouais, j'ai halluciné. Donc ça veut dire ce que t'as vu, c'était, tu penses, vraiment quelqu'un qui s'est jeté, ou c'était plus, maintenant, avec du recul, un esprit, un fantôme? Ah non, à l'époque, j'avais pas encore vu ce que j'ai vu plus tard. Donc, je rationalise à 100%. J'ai vu le vent dans les herbes hautes, et le vent, si tu veux, rentrait dans la valleuse puis ressortait. Et donc, ça faisait comme des vagues. Donc, je me suis dit, ok, ce que j'ai vu, cette silhouette, c'est un mouvement du vent dans les herbes hautes qui allait jusqu'au bord de la falaise. D'accord. Parce que en pleine nuit, à cette heure-là, il n'y a personne. Et puis, dans la presse, par la suite, il n'y a pas eu d'histoire de disparu, de suicide ou quoi que ce soit. Bon. Après, le lieu où tu étais est quand même un lieu très très chargé par rapport à son histoire très, passée. Très chargé. Ouais, mais je la connaissais pas à l'époque, l'histoire de ce lieu. D'accord. Je savais que ça avait échangé des tirs, mais pas plus que ça, quoi. Et on décide de retourner dans le blocos. On fait nos fouilles, bon, puis il doit se faire dans les 3 heures du mat. Et on décide d'aller dehors et de se poser face à la mer, tous les trois. Alors, dans mes souvenirs, Clément est un petit peu devant moi, je suis un petit peu derrière lui et sa copine est un petit peu derrière moi. Ce qui fait que Clément ne nous voit pas. Enfin, Dargor, voilà. J'ai dit son nom, mais c'est pas grave. Et d'un seul coup, il se redresse, on était allongés, tu vois, dans l'herbe. Il fait « Oh !» comme ça. Moi, je le regarde, sa copine le regarde. « Eh, va pas par là !» qui dit comme ça. Et puis, il dit « Va pas par là, c'est le bord de la falaise !» Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il continue de regarder la falaise et il me dit « Bah, il y a ma copine là qui est en train d'aller vers le bord de la falaise. » Et puis elle fait « Bah non, je suis là. » Et puis il se tourne et il voit qu'effectivement elle est légèrement derrière moi.
Donc ça veut dire que lui aussi a vu la même Ah, il a chose. vu ça. Ouais, ouais, ouais. Il a vu le même phénomène, si tu veux. Hmm. Et donc, on s'est rien dit. Je crois que sur le coup, j'étais quand même bien désarçonné parce que j'avais vu un truc un peu similaire. Et puis je balance comme ça, je fais bon, je suis un peu fatigué ce soir, on va peut-être s'en rentrer. Tout le monde acquiesce, oui, oui, on fait ça. Et mon pote était vraiment 10 fois plus fondu que moi, si tu veux. Et pour le désarçonner, lui, fallait y aller franco. Euh, il croyait pas en le paranormal, tous ces trucs-là. Non, non. On est descendu en bas de la falaise en silence. Et on rentre dans sa voiture, il met le contact, la voiture démarre. Il fait bon, bah maintenant que la voiture est démarrée, je vais quand même vous le dire. Enfin, j'ai eu très peur là-haut, quoi. Et la copine de dire pareil. Et je dis bah en plus avec ce que j'ai vu, enfin. Et il a dit moi je refous plus les pieds à cet endroit-là. Fini. C'était la première fois qu'il te disait qu'il avait eu cette peur-là? Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est la première fois qu'il me disait qu'il avait peur d'ailleurs. Hmm. Ouais. Et même moi, je me suis dit, je refous plus les pieds sur cette falaise. En tout cas, même imaginons que ça soit le vent qui ait créé cette forme et qui se jette de la falaise. Imaginons, d'accord? Ouais. Ceci dit, le fait que vous ayez eu cette peur viscérale, quand même, pour ne pas vouloir y revenir, au fond de vous, vous sentiez qu'il y avait quand même peut-être il y avait quelque chose en plus, quoi. Il y avait... Ah, on était sur des blocos. On savait que ça avait cartonné dans ce coin-là un petit peu. Et forcément, on sait que le lieu est chargé, il y a une ambiance, il y a une atmosphère. C'est ce qu'on recherche aussi, tu vois. Ouais. Et pour autant, les fantômes n'existent pas pour nous à ce moment-là, tu vois. Enfin, et même pour lui, jusqu'à la fin de sa vie, les fantômes, ils n'existent pas, tu vois. Et vraiment, ça nous a désarçonnés. Alors, je vais faire un petit bond dans le temps pour que tu comprennes. Je t'en prie, parce que tu vois, finalement, on n'est pas encore rentré dans ton témoignage en lien avec donc le Dogman, on va dire. Ouais. Mais déjà, on a une histoire qui, pour moi, personnellement, là, vient de me passionner. Voilà. Ouais, la façon dont tu l'as raconté, en tout cas, j'étais dedans, j'imaginais le truc et tout. C'était vraiment bien. Ouais, donc, si tu contextualises les choses comme ça, je le revois. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, je te remercie de contextualiser tout ça de cette façon parce que je trouve ça agréable. Mais je pense, en plus, que tout ça, c'est lié. Même, alors, ce que j'ai vu plus tard, mais je vais y venir en temps voulu, j'appellerai pas ça Dogman, ou, enfin, il faut mettre un nom, donc disons Dogman, et puis voilà. Mais comme tu le souhaites. Voilà. Bon, en tout cas, mon pote Dargor est décédé en 2012. J'ai perdu mon frère. Je lui ai fait une stèle dans les catacombes. J'ai gravé dans les catacombes une stèle à son nom, à son pseudo d'Explo, Dargor, avec ses dates, dans un endroit totalement inaccessible. Enfin, vraiment. En tout cas, on va lui dédicacer ton témoignage. Ah, c'est sympa. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Et parce que je suis sûr que s'il est encore de ce monde, il sera avec toi en ce moment même pour parler de cette rencontre. Peut-être, ouais. Peut-être bien, certainement. Donc, je suis parti en 2013 en Outre-mer, à Tahiti, où j'ai travaillé quelques années. Voilà. Et je me suis dit, comme ça, je vais laisser mon deuil un peu derrière moi. Tu vois. Je me suis dit, je vais prendre de la distance avec le fait que j'ai perdu mon frère. Et voilà. Et, en fait, c'est des conneries. Hein. Tu t'emmènes tout dans tes bagages. Mais bon. Mais à la base, on comprend l'initiative. Ouais. Donc, ça va pas. Je suis pas heureux à Tahiti, forcément. Je suis toujours complètement dévasté par la perte de mon pote. Et je reviens en France. Et si tu veux, quand j'étais à Tahiti, avant de revenir en France, je voulais garder un lien avec la métropole. Avec ma famille, avec mes amis, etc. Et comme j'étais encore vachement branché Explo, c'est là que j'ai créé ma fameuse plateforme have-secret.fr là, où je parlais du patrimoine qui n'était pas connu, tout ça, voilà.
Donc tu vois, finalement, tout est lié. J'ai commencé à m'intéresser au patrimoine et à commencer à faire des vidéos suite au décès de mon pote, parce que je me suis expatrié. Tu vois, il y a une suite logique. Donc je reviens en France et là je décide de me lancer dans les vidéos, tout ça. Et je continue mes explos et rien d'anormal les premiers mois. Je suis revenu en vacances en septembre 2012. Mon pote il est décédé en février et je suis revenu en septembre. Voilà, c'est ça. Ouais, donc je remets de l'ordre dans mes idées en même temps. Je suis désolé, ça paraît peut-être un peu Non, mais c'est bien, comme ça, tu vas comprendre le truc. T'essayes d'être précis avec les dates et tout, il y a aucun problème. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, le fameux Dogman, je l'ai vu en 2012. Et c'est ça, c'est en 2016 que j'ai commencé à faire mes vidéos, pour être précis dans la timeline. Voilà, en 2016. Et je décide de m'intéresser à cette fameuse valeuse. Plus largement, je veux parler de la Seconde Guerre mondiale dans ce coin-là du Pays de Caux. Et je me dis, l'endroit il est tellement beau, faut que j'y retourne, malgré mon angoisse. Donc là, j'avais déjà vu le Dogman, mais je te fais une ellipse volontaire pour que tu comprennes la première chose. Et je redescends avec le matos vidéo du haut de la falaise. C'est une marche assez galère et je tombe sur un gars là et qui me dit t'es pas Clésius toi? Je fais bah ouais, si, ouais. C'est toi le mec qui fait des vidéos sur internet et tout? Je fais bah ouais. Enfin, c'est bien ce que tu fais et tout. Tu connais l'histoire des lieux? Je fais bah tu sais, vaguement, je sais qu'il y a eu une opération, mais pas vraiment. Il me dit bah attends, je vais te raconter. Moi, je suis le spécialiste du coin. C'est un mec, il avait 35-36 ans, tu vois, à l'époque. Il me dit, je vais te raconter. Ouais, super. Et donc, on fait une interview comme ça sur le feu, quoi, tu vois. Et puis, il me raconte, bah voilà, alors les mecs, ils ont été parachutés là et là. Alors, il y a un groupe qui a été parachuté à l'arrière au mauvais endroit. Donc, ils sont arrivés dans la Valeuse, par l'arrière de la Valeuse, pour ensuite aller sur la plage, être embarqués sur des bateaux et revenir en Angleterre. Et il me dit, le problème, c'est qu'ils sont arrivés par le haut, légèrement en hauteur de la Valeuse. Et il me dit, il y a un gars, je crois qu'il s'appelait McIntyre, je crois. Ouais. Et je suis pas sûr, ça, du nom, mais... Ouais. Bon, ça se retrouve, je sais pas. Ouais. Et ce gars, donc, pour éviter les tirs des soldats allemands, se planquait de buisson en buisson. Et ça s'est passé en février 42, donc il y avait de la neige partout, et il passait de buisson en buisson comme ça. Et à un moment donné, il s'est dit, je vais prendre un raccourci, je dois plus être très loin du bas de falaise, il doit y avoir quoi, 3 mètres. D'accord. Et donc il regarde du haut de la falaise, et puis il se dit, ouais c'est ça, il y a à peu près 3 mètres. Mais en fait, il a mal calculé son coup, il n'y avait pas 3 mètres, il y avait 30 mètres. Et donc il est tombé en bas de la valeuse, il est tombé du haut de la falaise, et il a été retrouvé le lendemain par les soldats allemands agonisant dans les rochers, complètement brisés, quoi. Enfin, c'est une histoire horrible. Et pareil du côté des Allemands, de l'autre côté de la Valeuse, les soldats, le commando, si tu veux, essayaient de redescendre en bas de la falaise, et en même temps qu'ils essayaient de redescendre, ils chassaient les Allemands, quoi, si tu veux. Et il y avait des Allemands, il y en avait un qui était pas... il était simple dans sa tête, tu vois. Et ils pensaient, parce que c'est ce qu'on leur disait certainement à l'époque, ils pensaient, tu vois, que les soldats anglais allaient manger le soldat allemand, tu vois. Ouais. Et le gars, il a eu peur, et il s'est pratiquement jeté dans le vide du haut de la falaise à cet endroit-là. Mais lui, il n'est pas tombé, il s'est rattrapé, et c'est les soldats anglais qui l'ont sorti de là, et puis qui l'ont fait prisonnier, qui l'ont ramené en Angleterre. Donc toutes ces histoires, on les sait parce qu'il y a eu ils sont rentrés, les gars, ils ont pu raconter tout ça. Voilà. Donc tu vois le truc, nous on a vu des silhouettes qui se balancent dans le noir, ouais. Et il y a un mec qui a eu exactement le même parcours de buisson en buisson avant de se jeter dans le vide. Oui, ce qui donne d'un coup beaucoup plus de sens à ce que tu as perçu auparavant. Et je me souviens que j'étais en train de faire l'interview
Mais je me suis liquéfié, quoi. Genre, oh putain, c'est pas possible. Ouais, en fait, il te donnait La clé de compréhension du truc, ouais, quoi. voilà. Ouais. Ouais. Et là, parce que j'avais vu ce qu'on va appeler le Dogman, si tu veux, j'étais ouvert à la possibilité que peut-être il existe des choses qui nous dépassent. Ouais, Et c'est-à-dire que là, t'es dans l'après. C'est-à-dire que là, ça y est, là, je suis dans maintenant, l'après. t'es Ouais. plus ouverte et ouais. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que cette observation de Dogman, elle fait le trait d'union. Elle me permet de comprendre ce qui s'est passé avant en vivant des éléments après. Mm. Donc je pense, tu vois, que tout ça, c'est une même timeline, quoi. Ouais. Et tu l'as bien schématisé, je trouve. Ouais, c'est pour ça que j'ai volontairement sauté ma rencontre avec le Dogman, parce que je vais te la donner là maintenant. Mais c'est pour te dire à quel point ça a changé ma perception du monde, de croiser le chemin de cette chose, de cette créature. Ça m'a tellement bouleversé dans ma vision de ma réalité que j'ai commencé à me poser des questionnements très spirituels, tu vois. Et j'ai même rejoint, enfin, je fréquente toujours ponctuellement des associations discrètes à but philanthropique. Voilà. Et voilà, si j'avais pas vu cette créature, jamais j'aurais eu tous ces questionnements. Ouais, t'aurais pas porté autant d'attention. Tu n'aurais pas autant porté d'attention à ce qui t'entoure et à ce qui t'aurait été donné, parce que quand cette personne te parle de ce qui s'est passé dans le lieu où tu te trouvais avec ton ami, tu t'aurais réfléchi différemment. Tu aurais essayé de trouver peut-être des excuses pour te dire ouais, mais quand même, c'est peut-être pas ça. Voilà. Ouais, peut-être que je serais resté sur mon idée de vent dans les airs. Tu vois. Aujourd'hui, j'affirme rien parce que j'ai pas de preuves. Tu vois, pour affirmer quelque chose, il faut une preuve. Je sais pas si je l'ai dit, j'ai bossé en archive municipale. Donc, en matière de preuves, on s'y connaît puisque c'est la définition même d'une archive. Une archive fait office de preuve au tribunal. Voilà. En tout cas, j'ai aucune preuve. Le destin t'a joué des tours. Et il a fait joliment. Ouais, ça aurait été beaucoup plus poétique et joli si Dargor était pas mort, mais ouais. Oui, et si tu avais vu autre chose qu'un Dogman peut-être, mais bon, les choses font que. Et est-ce que c'est pas peut-être ton ami qui t'a mis sur le chemin, parce que c'est vrai, hein, mais sur le chemin de ce monsieur qui te raconte tout ça, j'aime y penser. J'aime y penser. Ouais. En tout cas, voilà. Tu as le contexte, il me semblait important de le préciser. Donc en septembre 2012, je suis en deuil. J'ai pas franchement la tête à rigoler et j'essaie d'aller de l'avant malgré tout. Et j'ai un copain qui a la grosse cinquantaine, qui est pareil, un cramé comme nous on l'était. Et puis on se dit... dans la communauté cataphile, on a une espèce de retraite, si tu veux, qui se situe juste de l'autre côté de la Loire. Et donc, on décide d'aller passer quelques jours dans ce village troglodyte entre gens de notre espèce. Voilà. Ouais, entre passionnés. Et, voilà, entre passionnés. Et on a une politique, lui et moi, ce copain-là et moi, c'est de ne pas prendre l'autoroute. Jamais d'autoroute, parce qu'on veut voir du pays et on veut pouvoir s'arrêter quand on veut pour se laisser surprendre, quoi. Donc, on met en place notre itinéraire. Pas de GPS, donc que des noms de villages et une carte routière. Et moi, je fais le copilote. Et on part dans son camion. Donc, c'est un camion. Je t'enverrai la photo. J'ai la photo du camion. C'est un vieux camion qui roule. Alors, je sais plus si c'était au gasoil ou à l'essence. Enfin bon, et au GPL.
Et donc, il pouvait switcher, si tu veux, voilà. Et je m'en souviens parce que je connaissais pas l'existence du GPL avant, tu vois. Bref. Donc, on part du Havre. On va faire le plein dans une ville qui s'appelle Gonfreville-Lorcher, qui remplit son GPL. Et on descend du côté vers Saumur, si tu veux, comme ça. On passe par des villages comme Mortagne-au-Perche, voilà, etc. Et on veut faire ça d'une traite, en faisant des pauses, quoi, si tu veux. Et on est attendu sur place. J'ai un copain cataphile avec qui je suis en contact par téléphone, et puis je lui dis à peu près où on en est, et puis on est attendu. Et puis on prend la route, mais on a traîné, on a pris la route vers 13h, quelque chose comme ça. Et son véhicule, il l'a acheté 800 balles, c'est pour te dire. Ah ouais. Ouais. Avec un peu de chance en descente, on devait atteindre les 40 km/h maximum. Okay. Voilà, donc, et je te dis pas de GPS, boussole, carte, enfin, c'est notre délire, on est comme ça, quoi. Ok. Ouais, mais c'est très, très mentalité cataphile, ça. Quand on se donne rendez-vous dans une salle souterraine, on se donne pas d'heure. On dit, on se retrouve à Byzance, à Sarco, à machin, à la plage, mais on donne pas l'heure. On passe et puis on voit si la personne est là, puis on zone dans le secteur jusqu'à ce qu'on tombe dessus, quoi, tu vois. D'accord. Donc c'est pareil, je dis aux copains, je fais j'arrive, je viens ce soir au village troglodyte, t'inquiète, je suis là ce soir. Mais j'avais pas fait le calcul dans ma tête que j'arriverais super tard, tu vois. Donc on roule et on voit du pays, c'est très sympa. On boit pas d'alcool, hein, évidemment, volant, et on consomme pas de drogue, rien de tout ça, tu vois. Et il était dans les 2h30, 3h du mat, quand on est dans le secteur de ce qui est devenu la commune des Bois d'Anjou, je crois, le nom. Et c'est un secteur très boisé. Et on était vraiment crevés à ce moment-là. Et j'étais en contact avec mon pote juste avant, et je lui dis, t'inquiète, on arrive, on est plus très loin de la Loire, laisse-nous le temps de traverser, et puis on arrive. Ouais, vous faites chier, vous aviez dit que vous passiez ce soir, il est 3h du mat. On arrive. Ouais, non, le mec, il m'attendait de pied ferme, tu vois. Non, mais c'est typique chez nous. Et donc, on rentre dans un bois. Je dirais qu'il y avait... C'était des feuillus, je crois que c'était des feuillus, essentiellement. Alors, mon pote conduit le camion, et moi, je suis sur le siège passager. Et on roule à 30 km/h à peu près. Ouais, donc vraiment pas vite. Vraiment pas vite, tu vois, la vitesse d'une voiture télécommandée, quoi. Et bah ouais, tu vois, franchement, on aurait pu se faire doubler par un mec de trace, tu vois. Et on roule sur ces petites routes sinueuses forestières qui sont magnifiques d'ailleurs. Et on se parle pas parce qu'on est fatigué, quoi. Franchement, on en a ras le cul de la route. Et puis mon pote, il est concentré, voilà. Et puis je vois une silhouette noire sur le côté de la route. Voilà. Alors je vais te donner d'abord mon témoignage, ce que moi j'ai vu, parce que ce que moi j'ai vu, mon pote, lui, il a vu d'autres choses. D'accord. Donc mon pote n'est pas là pour témoigner parce que c'est pas son genre. Mais bon, je pense que je peux dire ce que lui, il a dit qu'il avait vu, quoi. Okay. Voilà. Et donc, comme ça, si tu veux, tu as mon observation et je vais te donner une partie de son observation. Voilà. D'accord. Donc, ce que moi j'ai vu, c'est une silhouette sur le bord de la route, une silhouette humaine, humanoïde, voilà. Je pensais que c'était quelqu'un sur le bord de la route, ou tu sais, des fois sur le bord de la route, ils mettent des silhouettes pour qu'on ralentisse. Tu vois, c'était dans le noir là, mais un noir très sombre, très très sombre. Et donc le camion avance, on se rapproche, et là, la silhouette, je sais pas qu'elle tourne la tête, mais je vois deux yeux qui apparaissent. Et comme je te dis, je vois la silhouette, je vois la forme de la tête,
Et les yeux sont disproportionnés par rapport à la taille de la tête. Et ils sont d'un jaune couleur ambre, mais peut-être que c'est aussi les phares du camion. C'était des vieux phares, donc tu sais, le jaune pisseux là, des vieilles voitures, Ouais. c'est peut-être ça qu'il a réfléchi. Mais en tout cas, je vois ces deux grands yeux, je me souviens de deux pupilles noires, rondes, donc vraiment un peu comme un hibou si tu veux. Mais D'accord. vraiment énorme, quoi. Ça, c'est bien, c'est-à-dire que tu arrives toi à voir qu'il y a des pupilles, ouais. Oh, j'ai vu des pupilles, ça je m'en souviens, et le jaune, je m'en rappelle, et c'était totalement disproportionné. Et on s'approche de lui, si tu veux, il est sur le côté gauche. Et là, il traverse la route, mais en mode peinard, tranquille. Et il fait pas beaucoup d'enjambées, il en fait peut-être 2, tu vois. Donc, je me dis, enfin, moi je suis sur mon siège passager, je bouge pas, et je me concentre sur ce que je vois. Et surtout que mon pote le renverse pas s'il l'a pas vu, lui dire attention, fais gaffe, il y a quelqu'un qui traverse. Tu vois. Ouais, dans ta tête, Et t'es là, je me dis, toujours mais- dans l'idée que c'est quelqu'un, même s'il y a des trucs qui paraissent bizarres. Voilà, c'est ça. Ça ne peut être que quelqu'un. Enfin, ok, il y a des yeux chelous, mais je suis en train de comprendre que c'est chelou, mais enfin, il y a mon cerveau qui essaie de rationaliser le plus possible, sachant qu'on est dans un endroit, il est 3 heures du mat, et il n'y a pas une maison à la ronde. Enfin, c'est complètement boisé. Enfin, putain, qui c'est qui serait là à 3 heures du mat, tu vois, enfin, Ouais, c'est vrai. après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois. Il y a, Ouais, il y a ouais. peut-être un mec qui braconne, qui, voilà, je sais pas. Habillé Et en ninja. je vois ça, et puis je le vois traverser la route, mais nonchalamment. Vraiment en mode, j'ai estimé votre vitesse, je sais que je vais traverser, et puis voilà, je sais que vous n'allez pas me renverser. Et il nous quitte pas du regard. Enfin, moi en tout cas, ou lui, mon pote, je sais pas, mais en tout cas, il regarde dans notre direction, et il ne nous quitte pas du regard en même temps qu'il avance. Et là, le truc le plus incroyable qui m'a marqué, c'est que, arrivé sur l'autre bord de la chaussée, il s'arrête. Il s'arrête et il nous fait face complètement. Et là, je vois un peu mieux sa tête, et elle était très, très velue, tu vois, des poils hirsutes. Très. Ouais, bah pour le coup, ça fait très Dogman, tu vois. Ouais, c'était. Plus touffu sur l'encolure. Sur la partie haute. Ouais. Mm. Et ouais, un autre détail aussi, quand il a traversé, quelque chose qui m'a marqué, c'est ses bras qui arrivaient en dessous de ses genoux. Tu vois. Et il y avait dans sa démarche quelque chose de très simiesque. Ça faisait très singe, tu vois. Très... Il n'était pas voûté, mais les bras très ballants, tu vois. Ouais. Un peu le genre de démarche. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, quand il s'est arrêté sur le côté, je me suis dit, non, mais attends, dans quelques secondes, il va se retrouver au niveau de ta portière. Et il vient de s'arrêter sur le bas-côté de la route. La portière, je veux dire, il n'y a pas de verrou. Je veux dire, le camion, il est. Enfin, c'est une caisse de métal, c'est tout. Et là, je me dis, merde, putain, j'espère qu'il va pas ouvrir la portière pour me choper. Et je surtout, me souviens surtout que vous rouliez pas vite en plus. Ben non, et puis on pouvait pas rouler plus vite. Enfin, c'était. Et mon pote, il a rien dit, hein, à côté, que dalle. Et moi, je me souviens que j'étais les mains crispées sur le dessus de mes genoux, tu vois, assis, je le fixais, sans bouger la tête. C'est juste mes yeux qui l'ont suivi. J'ai retenu mon souffle quand on est passé à son niveau, donc il était à quelques centimètres de moi, quoi. Il y avait juste la portière qui nous séparait. J'ai pas osé tourner la tête. Et mes yeux se sont portés tout de suite dans le rétroviseur, et j'ai vu qu'il a tourné la tête et qu'il nous a suivis du regard en partant. D'accord. Ouais, donc il s'est pas échappé. Il a pas Non, pris il la s'est pas fuite. échappé. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le truc, il a compris ce que c'était qu'une route. Et qu'on n'allait pas déborder de cette partie plane en asphalte, tu vois. La façon dont tu dis qu'il marchait, que c'était nonchalant, comme s'il savait que Ouais. voilà, vous alliez pas le percuter, ça donne un peu, limite, il marche sur un passage piéton, quoi. Complètement, c'était exactement ça. C'est exactement ça. Et bon,
Je regarde dans le rétro, enfin mes yeux, tu vois, mais j'ai toujours pas bougé la tête. Et puis il disparaît dans le noir derrière. Je dis rien, mais rien du tout. J'essaie de rationaliser tout ce que j'ai vu dans ma tête, quoi. Puis on sort du bois au bout d'un quart d'heure à peu près, quelque chose comme ça. Et puis je lance comme ça sur un ton badin à mon pote à côté. Je fais, eh bah, il y a des trucs en forêt des fois, comme ça, tu vois, vraiment très léger, histoire de voir comment il va réagir. Et là, je revois mon pote se crisper sur le volant. Il fait ouais, c'était quoi ce truc? Ah, Il dit putain, eh tu oui. l'as vu toi aussi? Je sais bah ouais, je l'ai vu. Il fait mais c'était quoi? Ah, Je sais il pas. attendait que tu Ouais. lances le sujet, quoi. Hmm. Il m'a dit juste après, il a dit je pensais que c'était une hallucination à cause de la fatigue. Ouais. Il m'a dit je pensais avoir halluciné. Et il dit mais on a vu la même chose toi et moi. Et là on a dit vas-y. Rien à foutre ce soir, on dort pas de ce côté-là de la Loire, on traverse la Loire et on va bivouaquer de l'autre côté, quoi. Mais il faut qu'on traverse le fleuve parce que là, on voulait être en sécurité, si tu veux. Hmm. On avait vraiment les jetons. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on a traversé un village qui s'appelle Les Rosiers, ou Gênes les Rosiers, Gênes les Roses, quelque chose comme ça. Et puis on s'est garé sur un parking juste sur la droite après, puis on a dormi là dans le camion. Puis après, on a retrouvé les copains de l'autre côté le lendemain matin. Ouais. Et donc, on n'en a pas reparlé pendant longtemps après avec mon pote. Dans un premier temps, il m'a dit je veux pas en parler parce que ça l'avait bouleversé. Et maintenant, il en parle librement avec moi et puis avec même des collègues, parce que j'ai un autre boulot à côté de ça, je suis bouquiniste, je vends des livres anciens. Et enfin tout ça, c'est un petit microcosme. Et puis voilà, donc il en parle aussi avec eux, donc a priori, voilà, je peux narrer son témoignage. Et donc lui, ce qu'il a marqué, l'une des premières choses qu'il dit en général, c'est l'intelligence du regard. Il dit que l'intelligence du regard l'a frappé. Et il dit c'était intelligent. Et il dit c'était pas humain. Et il a dit ça, moi je l'ai pas vu. Lui, il a vu. Il dit quand ça a tourné la tête, j'ai vu un museau. Voilà. Il a dit comme une tête de chien, si tu veux. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à apporter parce que tout le reste, il a vu la même chose que moi, si tu veux. Oui, oui. Donc, Oui, parce que toi, en fait, t'as pas distingué de museau. Parce que non. il était tout le temps face. Parce qu'il vous regardait tout le temps, en fait. Donc, peut-être que le fait qu'il soit pas de profil. Ouais. Bah ouais, lui, mon pote, il parle d'un museau. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas vu de museau. Ouais. C'est là-dessus où on diverge, tu vois, mais parce que peut-être on regardait pas au même endroit au même moment, tu vois. Il dit ça faisait des pattes comme des pattes de chien, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu ça. J'étais captivé par le regard, la tête et cet aspect très poilu, très hirsute. En essayant de me dire mais qu'est-ce que ça peut être, quoi. Et la puis, taille des yeux. Enfin... Et puis rappeler aussi que tu aurais pu en plus le voir vachement bien parce que quand tu passes à côté, tu aurais pu te tourner la tête et le voir, bien le voir. Mais la peur, finalement, t'empêche de lui faire face. Et donc tu regardes dans le rétro. Mais ça se comprend, hein, ça se comprend totalement. J'étais tétanisé. J'avais qu'une trouille, c'était qu'il arrache la porte. Ouais. Je l'en sentais capable. Ouais. Aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, parce que ça date de 2012 quand même, j'ai l'impression qu'il y avait une volonté de sa part de se montrer, presque un côté exhibitionniste, tu vois. Genre, vous m'avez vu là, regardez bien, là. Vous voyez, j'existe. Maintenant, démerdez-vous avec ça. Il y avait quelque chose de... Et de toute façon, le fait qu'on se soit rencontrés ne changera rien à ce que je ferai. Tu vois. Quand tu dis, quand tu dis regardez-moi, je suis là, j'existe, et démerde-toi avec ça. Donc déjà, ça me fait penser à d'autres témoignages. Et il y a un côté aussi où est-ce que cette chose-là, si elle est si intelligente que ça, en tout cas les témoins semblent souvent le rappeler, j'ai presque envie de dire, ne sait-elle pas que quand un témoin
va parler de cette rencontre, une majorité de personnes, une bonne majorité des personnes vont dire ce gars-là n'a pas pu voir ça vu que ce n'est pas censé exister. Et donc finalement, cette créature peut-être est rassurée dans le sens qu'elle se dit de toute façon, il va être pris pour des fous. Donc je risque rien à me montrer. Tu vois ? Je vais plus loin, hein, mais c'est parce qu'à force d'entendre ça, et tu vois, si on parle vraiment d'intelligence, peut-être qu'elle reste comme ça, elle se montre, et vous, en tant que témoin, cela c'est votre témoignage à vous, et ton témoignage à toi, Clécius, donc c'est ton ressenti à toi, tu vois, mais de la façon dont tu le transmets, moi je vais plus loin, et je me dis, avec tous les témoignages qu'on a, et ces mots qui reviennent, ces caractéristiques qui reviennent assez fréquemment, je me dis, peut-être qu'en fait, elle a cette assurance, parce que la majorité des gens vont tout simplement vous dire, vous avez halluciné, vous êtes fou, ils avaient trop consommé, ou un truc comme ça. Et donc, ce qui lui permet finalement d'avoir cette prestance de dire, de toute façon, je peux me montrer, personne ne va les croire. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, c'est juste une... Ouais, mais en même temps, tu sais, j'ai toujours ce côté très rationnel qui est encore présent en moi. Et c'est pour ça que je te dis qu'on avait GPL, essence, tout ça, parce que peut-être il y avait des émanations qu'on n'a pas senties, qui nous ont fait voir des trucs chelous, ou je te dis, il était 3h du mat, on était crevés, mais ça n'empêche qu'on a vu ce truc. Et une chose que je peux t'affirmer avec certitude, c'est qu'il sait ce que c'est qu'une route. Ça, c'est sûr. Ouais, une route, il comprend, il sait ce que c'est. Il sait très bien que quand il est sur la partie en asphalte, il est en danger. Et que quand il n'est pas dessus, qu'il est sur le petit truc en herbe à côté, il risque absolument rien. Ça, il le sait, ça. Ça, c'est sûr. Alors, comment il a acquis ce savoir ? Parce que les animaux ne l'ont pas, ce savoir, tu vois. Ça, je sais pas. Ça, c'est quand même... c'est une preuve d'intelligence, ça, pour moi. T'as raison de le dire, parce que en plus il reste, il vous regarde, il vous lâche pas du regard, puis il se met presque limite en opposition à vous, quoi. Ouais, c'est ça. À côté, quoi. Presque il aurait pu faire de l'autostop, quoi. Ouais, et puis nous on était sur la droite de la route, lui il était d'abord sur la gauche, et quand on est arrivé, il s'est bien mis de notre côté. Ah, putain la vache, pourquoi il fait ça ? Il s'est rapproché du véhicule. Pourquoi ? Il a voulu se montrer. Il voulait peut-être que je le regarde. Je sais pas, peut-être. Et j'ai pas regardé parce que j'étais trop tétanisé de peur, quoi. C'était. Ouais. Non, mais il y a pas de souci là-dessus, ça se comprend. Tu lui donnes quelle taille ? J'ai pas le compas dans l'œil. Donc, ce que je peux te dire, c'est que j'étais assis dans le camion. Je vais t'envoyer une photo du camion. Et quand on a commencé à arriver à son niveau, je sais qu'il me dépassait en taille. D'accord. Voilà. Donc, c'est un jumpy, tu vois, le camion, c'est une sorte de petit... comment on appelle ça ? Berlingot ? Un petit... Ouais, non, plus gros. Un utilitaire, tu vois. Ouais. Aménagé, voilà, c'est un truc vraiment... Mais un vieux machin, quoi. Donc, j'étais quand même dans une position haute par rapport à la route. J'étais pas dans une citadine au ras du sol, tu vois. Ouais, donc s'il était... Ouais, c'était assez grand, quoi, quand même. Ouais, voilà. Donc, forcément, après ça, j'ai été chamboulé dans ma vision du monde. Et aujourd'hui, si tu veux, maintenant, je suis papa. Si ma fille me demande un jour... il y a des monstres dans la forêt. Qu'est-ce que je lui dise ? Qu'est-ce que je lui dise ? C'est intéressant, c'est intéressant ce que tu soulèves là. C'est vrai que oui, effectivement, ça peut arriver que ton enfant te dise un jour, bon, mais papa, les monstres, ça existe. Et c'est vrai que c'est... Est-ce qu'on doit mentir à son enfant pour son bien, pour éviter qu'il ait peur ? Ou est-ce qu'on se doit d'être franc avec lui et de rien lui cacher ? C'est vrai que je peux comprendre la complexité de la réponse à trouver, quoi. Bah ouais. Elle m'a pas encore posé la question, ma fille. Mais un jour, forcément, elle va me poser la question et je sais pas ce que je vais répondre. Je sais pas. Alors,
la partie rationnelle en moi va te dire, j'ai vu, il y a deux possibilités, a priori, tu vois. Un mec déguisé pour un projet vidéo à la con dont on n'a jamais entendu parler. Ils se sont fait un petit film d'horreur et nous on est passé au même moment et c'est tout à fait possible. Après tout, pourquoi pas. Il a dû bien se marrer après en se disant ils ont dû halluciner les mecs, tu vois. C'est possible, hein. Oui, oui. Ou un mec, tu sais, en tenue, un gars qui chasse, qui est en tenue de camouflage et qui porte un casque de vision nocturne technologique que je connais pas et qui m'ont donné cette impression d'avoir des yeux énormes, tu vois. Bon, moi je m'y connais pas assez dans cette technologie mais Et qui ont, à la rigueur, qui ont une croissance développée au niveau des bras. ouais, les bras, ouais. Mais après il avait peut-être des trucs au niveau des bras, tu vois, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, ça, vraiment, je sais pas. Non, mais c'est bien J'ai pas vu d'essayer ça. aussi de. Enfin, je veux dire, moi, je pense que le doute, c'est bien parce que ça permet de faire avancer les choses. Et puis, bon, on a besoin aussi, comme tu le fais, d'essayer de trouver une réponse qui puisse nous rassurer. Et c'est là où est le problème, c'est que ben, si tu es là pour témoigner, c'est un peu comme moi, là je me mets à ta place en tant que témoin, c'est qu'on on est encore voilà, en train de chercher des réponses parce qu'on sait ce qu'on a vu et qu'on l'a pas choisi et que on sait que ce soir-là, quand ça nous est arrivé, tout comme toi, moi j'avais pas bu, j'ai jamais fumé de ma vie, j'étais très clair, j'étais pas un fan forcément de science-fiction ou enfin je veux dire de films de loup-garou, quitte à voir quelque chose d'ailleurs, j'aurais préféré voir, je sais pas moi, un petit lutin, une fée, voilà, Bien si sûr. j'avais eu le choix en tout cas. Ouais, j'imagine. Euh, Ouais. une sirène, Alors, tu une vois, sirène, c'est pas mal une par sirène. rapport à mon, par rapport à mon parcours, comme je te dis, j'ai travaillé en archives, j'ai travaillé dans des universités, machin, tout ça. Donc bon, je me suis dit, je vais essayer de chercher un peu. Là, ces dernières années, je me suis un peu penché sur la question. Mais je connais à l'époque le mot dogman, j'ai jamais entendu parler, tout ça. Enfin, j'ai fait mes recherches dans mon coin, comme je fais mes recherches pour le patrimoine, tu vois. Mais j'allais y venir en On plus. est dans, ben ouais, on est dans une région, dans cette forêt, ce secteur, qui a la plus forte concentration en France de clochers tors. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ah non, mais je veux bien connaître la description. Alors, c'est des clochers d'église. Quand tu regardes, ça fait un peu comme une glace à l'italienne, tu vois. Ils Ouais. sont, tu vois, ils sont tournés un peu sur eux-mêmes. Et bon, en général, c'est des charpentiers qui se sont amusés et qui avaient du talent, tu vois. Mais forcément, c'est toujours associé à des histoires locales. Voilà. Donc, on est dans ce coin-là où, visiblement, il y a des charpentiers qui se sont vraiment fait plaisir au Moyen-Âge ou au 18e, je sais pas à quelle époque, quoi. Il y a beaucoup de dolmens, énormément de dolmens. Ouais. Ouais, bah ouais. Et il y a attends, dolmen, ouais, il y a une légende aussi sur un mec, un sorcier qui se promène dans cette forêt-là avec des peaux de bêtes, une peau de loup, des peaux de bêtes sur le dos. Ah. Mais c'est un sorcier, ça. C'est un peu la version du Skinwalker, si tu veux, mais version française, quoi. Oui, et Euh, ça rappelle beaucoup de choses aussi. et oui, ouais, ouais, Gilles ouais. Garnier et bien d'autres qui parlent aussi de cette fameuse peau de bête. Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre sur le secteur? J'ai essayé de regarder s'il y avait des eaux dans les environs, mais parce que peut-être un animal aurait pu s'échapper, je sais pas, tu vois. Ouais. Moi, Bah, il y a des eaux, mais c'est ils ce que sont je me loin, suis dit hein. aussi, moi. La première chose qui m'est venue en tête, c'est une panthère échappée d'un zoo parce que je voyais pas Ouais, comment. Ouais. ouais. Et non, il n'y a rien de. Enfin, non. Qui correspond à cette description, ce serait quoi? Ce serait un grand singe, et il n'y a pas ça à proximité directe, tu vois. Il y en a Ouais, dans le coin des trucs avec des singes, mais pas à ouais. proximité directe. Et tu vois, encore une fois, Euh, tu parles de ce profil. Moi, j'aime bien utiliser le terme gorillesque, c'est-à-dire bien en hum, avant, comme ça, avec, tu ouais, sais, hop,
les mains un peu au sol. Bon, là, il les avait en dessous des genoux, mais c'est un peu ça, quoi, cette façon de bouger, quoi, qui lui donne un côté Ça balance. sinistre. Les bras qui balançaient. Ouais. Ouais, c'était vraiment. Ouais. Il y a une légende aussi. Il y a 2 créatures légendaires dans le secteur, mais qui correspondent pas à la description de ce que j'ai vu. Mais enfin, ces légendes existent. Je sais plus les noms. Shishfas et puis l'autre, je sais plus. Bon, enfin, c'est des créatures qui dévorent les gens. C'est des trucs du Moyen-Âge. Hein. D'accord, ouais. Voilà, mais ça correspond pas à ce que j'ai vu. Mais enfin, c'est ce que j'ai trouvé en cherchant. D'accord. Non, mais c'est bien parce que comme ça, t'apportes aussi de la matière, de la connaissance. Moi, c'est vrai que j'aime bien découvrir comme ça des histoires les histoires de certains départements ou régions. Ça reste toujours enrichissant. Et qu'est-ce qui t'a... Vas-y, continue. Excuse-moi. Non, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être dans le règne animal, quoi. Ouais. Après, je t'avais fait part d'une hypothèse. Vas-y. Ouais. Alors, à partir du moment où j'ai découvert le mot dogman, donc c'est assez récent. Enfin, c'est assez récent. Moi, perso, j'ai découvert ça il y a peut-être moins d'1 an. Peut-être que le terme existait depuis bien plus longtemps, mais moi, j'ai découvert ça il y a moins d'1 an. Fin 1800. Ouais, je me suis dit, tiens, vu les témoignages, ça peut-être il faut que je cherche de ce côté-là. Et je me suis intéressé aux canidés, tout simplement, parce que en croisant le témoignage de mon pote et le mien, vraisemblablement, ça correspond plus à un grand canidé bipède. Et je me suis dit, c'est peut-être... voyons voir l'histoire de l'espèce des canidés. Et donc, j'ai remonté, parce que je te dis, j'aime bien faire de la recherche, donc forcément, c'est mon truc. Donc, les canidés, c'est un groupe dans lequel tu retrouves le loup, le chien, etc. Bon. Et qui appartient à un plus grand groupe qui s'appelle les Caninae. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que des canidés. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a que des canidés, tu vois. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En France, et notamment dans le sud-ouest, on a retrouvé des fossiles totalement improbables de ce qu'on a appelé j'ai pas envie de dire de bêtises, des borophaginés. C'est une autre espèce de Caninae, si tu veux, un autre grand groupe qui lui se serait éteint. Et c'est un chien, si tu veux, broyeur d'os, avec une gueule. Il y en avait qu'en Amérique de ces fossiles. Jusqu'à récemment, on en a trouvé en France. Ça, c'est intéressant. Et donc, on sait qu'il y a eu des borophaginés en France. Et c'est juste... ils ont une cavité crânienne beaucoup plus importante. Et l'hypothèse, tu vois, c'est est-ce que... Il n'y a pas que les borophaginés, d'ailleurs. Il y a d'autres groupes parallèles, mais celle-là semble le plus correspondre aux détails physiques qui reviennent dans tous les témoignages. Oui, parce que quand tu dis hyène... mais pour le coup, la hyène, c'en est pas un. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est au moins un caninae, quoi. Hein, c'est pas... Mais quand tu dis... c'est pas un borophaginé. Grosse hyène, c'est vrai qu'il y a le côté avec l'arrière-train plus bas et au niveau des épaules, le torse beaucoup plus haut. Donc, si on imagine ça avec une grosse tête de chien, ça pourrait éventuellement, pourquoi pas, être une hypothèse sur laquelle se pencher. Oui, bien sûr. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, voilà, je vais partir dans une autre direction, mais c'est mes recherches. Hein, aujourd'hui, si notre civilisation disparaissait pour X ou Y raison, que l'humanité s'effondrait, un virus, machin, il n'y a plus personne, en l'espace de quelques millions d'années, il y aurait pratiquement peu de fossiles, il resterait rien. Je veux dire, et si je te dis que dans 1 milliard d'années, il y a une espèce intelligente qui se développe sur Terre,
pour retrouver des traces de notre civilisation à nous, bah, les mecs, va falloir qu'ils s'accrochent. Il restera que dalle. Pratiquement rien. Et quand tu sais que la Terre, elle est vieille de plusieurs milliards d'années, 4 milliards. Qu'est-ce qu'il y a eu avant nous? 4,5. Ouais, c'est 4,5. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a eu avant nous. Ouais. On ne sait pas. Et c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de preuves qu'il n'y a rien eu. Alors, en même temps, voilà, il faudrait que les chercheurs se sortent un peu les doigts et se penchent sérieusement sur le sujet, parce que là, il faut faire de la recherche là-dessus, mais de la recherche scientifique. Pas partir de postulats précis, juste dire, bah là, visiblement, il y a une concentration de témoignages. Je veux dire, toi, tu as déterré des trucs où on s'aperçoit, je crois que tu avais interviewé une dame qui s'appelait Gilda. Oui. Elle avait observé quelque chose, et quelqu'un d'autre, pas loin, avait aussi observé quelque chose qui, dans le même genre. Ben voilà, là, on a deux données qui se recoupent. Il faut faire des recherches. Il y a des témoignages. Même si le témoignage, c'est le degré zéro de la preuve, ça reste présent. À partir de témoignages, on peut commencer à envisager de chercher des preuves. C'est ça, c'est des pièces du puzzle. Ouais. Et là, maintenant, il faut qu'il y ait des mecs qui risquent leur carrière en se disant, je me lance dans la recherche là-dessus, je vais peut-être passer pour un zozo, mais je me lance sérieusement là-dessus. Et j'ai besoin qu'on me finance. Parce que forcément, un chercheur, faut le financer. Ouais, ne pas avoir peur de l'inconnu. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Sinon, il n'y a rien de nouveau qui se crée, quoi. Et on reste figé dans le temps, et c'est bien dommage. Il faut sortir de notre façon de notre orgueil humain qui se dit ouais, c'est bon, vas-y, on a tout classé. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à découvrir, ou presque plus rien, genre 3 bactéries, 2 insectes. Non. Il faut partir du principe qu'on ne sait rien, de base, et que même notre conception du monde, il faut qu'on la repense autrement pour réactiver la recherche. Ouais. Et pas partir sur des acquis. Il ne faut pas partir sur des acquis. Ça, c'est ce que moi je retire de cette rencontre. C'est la réflexion que j'ai nourrie par rapport à cette rencontre. Ouais, partir à la rencontre de l'inexpliqué, afin de le rendre explicable dans le futur, espérons. Mais pour moi, c'est un peu pareil. C'est que je me dis, il faudrait vraiment que des chercheurs, des scientifiques, aillent plus loin que juste... Bon, on sait, le témoignage, c'est pas une preuve en soi, c'est bon. Il n'y a pas besoin de leur... C'est marqué en dessous de chaque description de ma chaîne, c'est marqué partout, on le sait. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'y intéresser pour autant, bien au contraire. Vu qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Et moi, je sais ce que j'ai vu, tout comme toi. Et même si les gens ne nous croient pas, on l'a bien vécu. Ce qu'on a vu, on l'a bien vécu, on l'a bien vu. Et on peut chercher toutes les excuses du monde. C'était bien là, c'était bien palpable. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Voilà, on essaye de comprendre en tout cas. C'est ce qui est déjà pas mal en soi, d'essayer d'oser. Ouais. Après, il y a plein de pistes de recherche qui sont en train d'émerger. En ce moment, on parle beaucoup d'intrication quantique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, du fait que, je crois que c'est au niveau des atomes, si tu touches un atome à un endroit, il peut y avoir une réaction sur un autre qui peut se trouver ailleurs, tu vois. Oui, je regarde pas mal, enfin, je m'intéresse pas mal à ça en ce moment, parce que on va dire les 2, voire même les 3 derniers mois, je suis resté un peu sur ma faim, sur la thèse de me dire que c'est juste quelque chose qui vit là à côté de nous, quoi, dans le sens où ça soit juste animal. J'y suis pas fermé, bien au contraire, j'aimerais que demain on me dise voilà, c'est juste un animal qui était là et puis on est nul, on est passé à côté. Pourquoi pas, même si bon, quand même, putain, un truc pareil, quoi, autant passer à côté autant de temps, je veux bien croire qu'il soit intelligent et tout, mais bon, au bout d'un moment, ça c'est limite. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à essayer de comprendre les choses aussi différemment, sans forcément fermer la porte au côté rationnel des choses, il n'y a pas de souci, hein. Parce que autant toi que moi, je pense que quand on l'a vu,
voilà, on l'a bien vu, quoi. On s'est dit, c'est peut-être quelque chose d'animal, voilà, qui est là, mais finalement, le témoin devient cartésien, parce que même en le voyant, il n'arrive pas à s'imaginer que ça puisse être autre chose que d'animal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc, ouais, donc voilà, non, il faut essayer aussi d'aller chercher des indices ailleurs. Voilà, il faut toujours laisser cette fenêtre entrouverte et voir ce qui peut y rentrer, quoi. Ouais, bien sûr. Et tout en n'oubliant pas que la réalité des humains n'est pas la réalité complète. On perçoit qu'une partie limitée du spectre de la lumière. On est constitué de matière. Seulement, l'univers, on sait qu'il est composé de 4% de matière. Le reste, on ne sait même pas ce que c'est. Oui, c'est pour ça que je dis souvent, il suffit de regarder le ciel pour voir à quel point on est... on sait rien, quoi. On sait rien du tout. On sait rien du tout. Et à partir du moment... Là, je reviens sur l'intrication quantique. À partir du moment où on se met dans le nucléaire à péter des atomes, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quelles sont toutes les implications de péter des atomes? Si tu pètes un atome à un endroit A, qu'est-ce qui se passe à l'endroit B, tu vois? Alors, je veux pas dériver sur le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, tout ça, parce que c'est très controversé, tout ça. Et même moi, je suis pas... mais je trouve que... ça a le mérite d'exister. Ouais, il a une façon de penser qui est originale. Et ça, c'est intéressant. Après, ses conclusions, c'est autre chose. À quel moment, Clécius, tu t'es décidé à te renseigner? Ça s'est fait en 2 temps. Ouais. D'abord, je me suis renseigné en dehors de tout biais, c'est-à-dire que j'avais pas l'outil Dogman comme mot-clé, par exemple. Tu vois. J'ai pas cherché dans des pays étrangers. Moi, ma démarche, ça a toujours été l'hyper-local. Pour moi, c'est forcément lié à quelque chose d'un endroit à l'endroit précis. Donc, il faut partir de l'endroit précis. Parce que ça, c'est sûr. Ça, c'est une chose dont on est sûr, c'est que ça s'est passé ici précisément, puisque c'est là qu'on l'a vu, on le sait, on y était. Donc, partons des données qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? C'est là que j'ai découvert ces dolmens, c'est là que j'ai découvert ces clochers-tors, c'est là que, tu vois, voilà. Après, j'avais pas les autres outils et je m'étais pas ouvert sur ce qui se passait ailleurs dans le monde, puisque j'ai pas vu ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et j'ai pas mal bougé, comme je te dis, je suis allé en Polynésie, je suis allé dans les catacombes de Paris, je suis allé dans d'autres pays aussi, et je n'ai rien vu, rien ressenti, rien, non, rien à signaler. mais à cet endroit-là, ouais, là j'ai quelque chose à signaler d'étrange, d'extraordinaire. Je sais pas ce que c'est. Ça n'entre pas dans les cases qu'on a à notre disposition, en fait. Donc, comment faire? Moi qui suis passionné d'archivisme, quelque chose que tu ne peux pas classer, c'est pénible. Je comprends. Merde, je le mets dans quelle boîte, ce truc? Eh oui. Et t'en as parlé à qui? Bon, tu t'en parles avec ton ami qui a eu aussi l'observation en tant que toi, mais à côté, tu as réussi à en parler à d'autres personnes qui t'ont perçu sincère? Oui. J'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mon frère, j'en ai parlé à quelques collègues de temps en temps, à ma compagne évidemment. Et oui, non, une grande bienveillance de la part de ces personnes qui s'interrogent tout autant que moi, et voilà, certains ça leur fait peur parce qu'ils sont justement tellement dans le rationnel, et ils me connaissent, et alors ça c'est un argument d'autorité ce que je vais te sortir, mais ils me connaissent, ils savent que je suis un mec sérieux. Le fait que je leur raconte ça, comme ils me connaissent et qu'ils savent que je suis un mec sérieux, ça les perturbe énormément. Ils disent, merde, toi t'as vu ça? Mais pourtant t'as un mec vachement carré dans tes recherches, dans tes publications, dans tes... Tu n'avances jamais rien sans l'étayer par des arguments basés sur des données. Comment tu peux avancer un tel truc? Je peux l'avancer parce que je l'ai vécu. Et là, pour eux, ça fait pchit, tu vois. Et ça les perturbe beaucoup. Ouais.
Après, Ils aiment pas ça. c'est bien en tout cas qu'ils le prennent pas sur le ton de la moquerie ou Non, non, jamais, j'ai ouais. jamais eu ça. Et ça, c'est plutôt positif. Et je trouve que même, encore une fois, c'est ce genre Ouais. et d'approche aussi qui donne de l'espoir. C'est-à-dire que tu as pu en parler, les gens t'ont écouté, ne t'ont pas pris de haut, n'ont pas dit forcément que tu étais cinglé, parce qu'ils te savent sincère et honnête comme personne, et c'est mon cas aussi, c'est pour ça que les gens, c'est pareil un peu de mon côté, ils disent, mais quand même, pourquoi il irait inventer ça? Enfin, Ouais. bref, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est cool de savoir que tu as pu en parler et que bon, même s'il y en a quelques-uns qui ont des craintes et certaines peurs, ce qui est normal, ben, ils t'ont écouté et je pense que toi, en tant que témoin, ça doit ben, ça doit te rassurer. Voilà. Ouais, ça fait du bien de, bah, tu sais, même là, de le partager et de le fixer. Euh, Après, comme je te dis, c'était en 2012. J'ai peut-être aussi des souvenirs qui sont un peu biaisés maintenant. Tu vois, il faut aussi garder ça en tête. C'est que le temps a passé et un souvenir, ça s'altère très vite. Ce que tu supposes à un moment donné va vite se transformer en souvenir, alors que c'est pas un souvenir en fait, c'était une supposition. Alors, mon témoignage, prenez-le avec des pincettes, parce que ça date de 2012, quoi. Ça a 12 ans. C'est... Je regrette beaucoup de choses à ce moment-là, de ne pas avoir pris des notes, de ne pas avoir fixé justement certains éléments. Et je vois aussi du côté de mon pote, qui, bon, lui, il est mon aîné de plus de 20 ans. Je vois bien que il m'avait parlé de certaines choses, et quand je lui en parle et que je lui dis, mais rappelle-toi, tu m'avais dit ça, il fait, ah ouais, j'avais oublié, mais oui, c'est vrai, il y avait ça. Donc du coup, quel crédit donner à ce souvenir s'il l'a oublié aujourd'hui et qu'il s'en souvenait avant, tu vois, c'est le problème du témoignage. Et je porte un regard critique sur le mien aussi, tu vois. C'est... Ce qui est bien et ce qui montre aussi l'importance de témoigner. Ouais. L'importance de venir en parler, parce que comme tu dis, ben, le temps passe et si on attend, et voilà, il peut y avoir dans le témoignage des choses qu'on a oubliées. Ouais, faut témoigner rapidement après l'observation, quoi. Parce qu'après, ça se gâte. On sait ce qu'on a vu, on se rappelle de l'essentiel, on va dire, mais il y a plein d'autres petits détails qui, c'est vrai, au fur et à mesure du temps, viennent à se dissiper. Alors, pour revenir sur le témoignage que je te livre, sur une autre chaîne dont le nom n'est pas mémorable, il y a quelqu'un qui a vu la même chose, ou à peu de choses près la même chose, et dans le même coin, récemment. Ah, voilà, d'accord. donc il semblerait que l'individu, enfin je sais pas si c'est le même individu, mais en tout cas, cette observation soit toujours quelque chose d'actif dans le secteur. Ouais. J'ai été d'ailleurs sidéré quand j'ai vu le nom du patelin, quoi. Et je me suis dit, oh merde, je suis pas le seul à l'avoir vu dans ce coin-là, quoi. D'accord. Parce que j'ai cherché si des gens avaient vu quelque chose dans ce coin-là, et j'ai pas trouvé. Et là, paf, le hasard fait que je témoigne à ce moment-là, mais lui, il a témoigné il y a, je sais pas, quelques semaines, hein. Enfin, je sais plus. Voilà. D'accord. Alors, il me semble, j'ai un monsieur aussi qui est venu me parler d'une observation qui habite aussi en Normandie, hein, il me semble bel et bien. On a parlé comme ça en facecam pendant un long moment. Il me parlait aussi qu'un mois après son observation, il y avait eu des mutilations d'ailleurs sur les animaux. Mais il n'a pas témoigné. Alors peut-être ça arrivera, il m'a dit peut-être qu'un jour je viendrai à témoigner. Et il me semble bien qu'il est de Normandie.
Donc il parle d'une grosse bête noire aussi. Ouais, alors je peux peut-être éclairer ta lanterne là-dessus. Mm. On a eu il y a très peu de temps dans mon secteur, Pays de Caux, forcément, Ouais. maintenant je suis ces trucs-là. Effectivement, des animaux mutilés de manière bestiale. Et on a chopé le loup. C'était un loup qui était en dispersion. Voilà. Donc ça, mais ça date d'il y a peut-être 2-3 mois, quelque chose comme ça. C'était dans la Ah, presse. d'accord. Alors, comme j'ai vu le truc, forcément, je me suis dit, ah, on en a peut-être un chez nous, tu vois. Parce que moi, je l'ai mais pas vu en Normandie. t'essayes de prendre ce qu'il y a à prendre, hein. Ah bah ouais, tu vois, je me suis dit, ah, il y a Eh peut-être oui. quelque chose, il y a peut-être quelque chose. Et par la suite, ils ont chopé le loup a été retrouvé percuté sur le bord de la route, malheureusement. D'accord. Enfin, ça, après, voilà. Je comprends la détresse des éleveurs. Et en même temps, d'un autre côté, je suis content de voir que le loup revient en Normandie. Oui, ben oui, il semble que ça soit le cas, effectivement. Avant qu'on se quitte, Clécius, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à rajouter éventuellement? Non, juste continue ce que tu fais parce que c'est super et c'est nécessaire. Je sais pas ce qui adviendra de ces témoignages que tu compiles, mais tu es en train de créer une base de données qui peut être partiellement exploitée par des chercheurs plus tard. C'est exactement ce que je me dis. J'ai envie de laisser une bibliothèque, en fait. C'est-à-dire de la matière sur laquelle on puisse se pencher et travailler. Ouais. Parce que là, tu es en train de poser des pierres. Elles sont posées. Et c'est un peu comme en archéologie, si tu veux. On peut savoir qu'il y a quelque chose quelque part et se dire, oh là là, faut déterrer, faut déterrer. Non, non, non. Laisse sous terre. Ça a tenu tout ce temps-là sous terre. Ça va pas bouger plus que ça. Et quand ce sera le bon moment, là, on pourra y mettre les moyens et faire un vrai chantier archéologique. Tu vois. Et peut-être que là, nous, on est en train de poser des pierres, comme ça, tous ces petits témoignages qui font peut-être rire certaines personnes, c'est possible. Et bah tant pis, c'est pas grave. Peut-être que dans 50, 60, 100 ans, un mec se dira, mais dans les années 2000, 2020, là, le début des années 2000, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Est-ce qu'il y avait des témoignages? Et ben là, paf, ils disent, merde, il y a des mecs qui ont constitué des bases de données, tu vois, qui ont pris le risque de parler. Oui, ouais. C'est une belle façon de voir les choses, ouais, effectivement. Donc continue et comme je te dis, moi mon travail c'est pas la même chose que toi. Hein. Je suis vraiment sur le patrimoine matériel et immatériel. Mais t'es le bienvenu en Normandie et c'est avec plaisir, par exemple, que je pourrais t'emmener en haut de la fameuse falaise ou dans d'autres endroits. En ce moment, je travaille sur un vieux presbytère littéralement maudit. Enfin, je sais pas comment le décrire D'accord. autrement. Il a brûlé au 19e siècle et il a brûlé au début des années 2000. Et tout le temps dans des circonstances obscures. Il y a des rumeurs de souterrains là-dedans. Et je suis copain avec le proprio, donc tu vois, je peux aller sur place. Ça donne envie, tout ça. Je te cache pas que bon, c'est le temps qui me manque, hein, mais si je pouvais, et Ouais, si je vivais mieux de cette chaîne, ouais, je pense que je bougerais tout le temps, quoi. J'irais là, parce que il y a aussi le contexte historique derrière qui me plaît beaucoup, qui en plus se rajoute à l'intrigue, parce que comme tu dis, là on serait sur la légende de quelque chose de maudit et tout, c'est génial. Donc oui, moi ça m'inspire, ça me donne envie, ça c'est clair et net. Donc effectivement, et c'est sûr et certain, si je monte en Normandie, tu seras le premier au courant. Bah, t'es le bienvenu en tout cas. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup et merci d'avoir contextualisé les choses au début, que tu l'as vraiment très bien fait, et ça nous a permis aussi de connaître cette histoire, voilà, historique du lieu, là, de ce qui s'est passé avec pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, merci de nous avoir raconté tout ça, parce que j'ai apprécié le moment.
Et puis merci d'être venu, d'avoir pris de ton temps pour amener ta pierre à l'édifice du mystère. Je t'en prie. Quant à nous, on n'oublie pas de rester connectés justement au mystère. Et je vous dis salut tout le monde. Je suis là, la casquette et je porte mon poids.